Salut, ici Maps et bienvenue en 2020, comme si c'est moi qui faisais arriver les années. Je sais pas pourquoi, mais 2020 pour moi c'est comme huge, c'est pas comme 2019, c'est comme on vient de terminer une décennie, on a passé de 2000 à 2020, il y a quelque chose de fou, 20 ans dans un siècle. Donc, le 21e siècle a maintenant 20 ans de passé. Je trouve ça malade. Je me suis dit, on pourrait pas se faire une rétrospective, genre top 20 du 21e siècle ou top 20 pour commencer 2020, quelque chose de genre. Puis là, je voulais pas que ça soit comme mon top 20 des 20 dernières années. Premièrement, parce que c'est pas vrai que j'ai lu de manière régulière dans les 20 dernières années. C'est pas vrai que je me souviens de tout ce que j'ai lu dans les 20 dernières années parce que Goodreads n'existait pas. Puis parce que je voulais que ça soit comme, pas juste moi, genre je voulais que ça soit comme étoffé. Puis mon chum il me dit, ouais mais t'es pas journaliste. Ouais ben, ça pourrait s'arranger. Donc, j'ai parcouru Google et j'ai trouvé plein de sites qui parlaient des meilleurs livres, des plus vendus de la planète, de l'univers, de 2000 à 2019-ish, là, fin de l'année. Puis j'ai trouvé genre 19 sites. J'ai fait des tableaux, des compilations, puis j'ai ressorti les 20 livres les plus in. Et donc, c'est ça que je vous présente aujourd'hui. Alors, c'est sûr que si on dit les meilleurs livres des années 2000 à 2020, il y a des séries qui vont ressortir. Harry Potter, nommez-moi 50 Shades of Grey, nommez-moi Hunger Games. Il y a des incontournables. Mais c'est pas ceux-là dont je veux vous parler, parce que ceux-là, on les connaît anyway. Moi, je vais vous parler de 20 livres qui ont fait sensation durant les 20 dernières années. Ça peut être l'année dernière, ça peut être le 18 ans, ça peut être le 15 ans, ça peut être le 7 ans. Mais les livres qui ont été les plus mémorables pour une raison ou pour une autre. Et c'est de ceux-là que je vais vous parler, c'est de ceux-là que je veux vous parler. Je les aurais tous lus. Mais j'ai toujours des idées à la dernière minute, et donc ce n'était pas du tout possible. Par contre, j'ai fait mes devoirs. Et j'ai lu les résumés et je vais vous les présenter. Je ne vais pas vous lire 20 résumés de livres, je vais vous en parler un peu, puis je vais vous dire, moi, est-ce que j'aimerais lire ce livre-là? Oui, non, pourquoi? C'est quoi le genre littéraire? Blablabla. Donc, je vais brièvement vous parler de ces livres-là sans trop m'étendre parce qu'il y a quand même 20 livres à présenter. Donc, il y a un certain ordre à ces livres-là. Il y a des livres qui sont arrivés dans la même braquette. Je vais partir de la position 20. De 20 à 15, c'est des livres qui ont été mentionnés le même nombre de fois. C'est ceux qui ont été assez mentionnés pour faire partie de ma liste, mais parmi tous ceux qui ont été énormément mentionnés, c'est ceux qui sont arrivés dans le bottom. Donc, allons-y to the go. Ça a l'air de rien de même, mais c'est une solide brique. Donc, dans le range de 20 à 15, Le Chardonneret de Donna Tartt. Le Chardonneret, c'est un livre du genre littéraire contemporain. Lorsque Théo avait 13 ans, il se promenait avec sa maman dans les musées. Il vivait une vie de collégien ordinaire, ma foi. Mais 14 ans plus tard, ce même garçon, Théo, est cloîtré dans une chambre d'hôtel à Amsterdam. Il y est comme une bête traquée. Et il transporte toujours avec lui cette peinture qui a l'air faite d'une main de maître qui se nomme le Chardonneret. Donc, d'où vient cette peinture-là? C'est un mélange un peu entre un thriller, ça fouille les angoisses, les peurs et les vices de l'Amérique contemporaine. Puis, c'est pour les solides lecteurs, ben quoi que c'est presque 800 pages, mais ça fait quand même assez peur. C'est écrit gros malgré tout, donc c'est peut-être encourageant. Donc ça, c'est le premier livre dans la catégorie de 20 à 15. Ce livre, c'est La brève et merveilleuse vie d'Oscar Wilde de Junot Díaz. C'est un roman contemporain, mais magical realism, donc magique réaliste, donc un petit peu de magie ou un soupçon. Donc on va suivre le personnage d'Oscar Wilde, qui est un homme obèse, solitaire, recalé, binoclard et fan de science-fiction. C'est une saga tragicomique d'une famille dominicaine qui a émigré
aux États-Unis. Et le personnage d'Oscar Wilde va faire des voyages dans le temps. Je sais pas pourquoi, c'est comme ses super pouvoirs. Je sais pas si c'est de manière figurée, je sais pas trop. Ça m'a l'air assez particulier. Je sais pas si ça serait ma tasse de thé. C'est peut-être un peu trop flyé pour moi, mais peut-être que toi, t'aimerais ça. Les apparences de Gillian Flynn. Celui-là, il m'intéresse beaucoup. C'est un thriller. Amy et Nick semblent être un couple parfait. Suite à la crise financière, ils ont déménagé de leur vie aisée pour venir s'installer à Missouri, la ville natale de Nick. Le jour de leur 5e anniversaire de mariage, Nick arrive chez lui et c'est el bordelas. C'est le chaos total. Les murs sont fracassés, les chaises, les bureaux, tout a reviré. C'est le chaos et aucune trace de sa femme. L'enquête va être ouverte et rapidement, il y a des secrets qui vont aller dans le sens que Nick serait le suspect numéro 1. Mais pendant ce temps, Nick aussi va faire sa petite enquête de son côté et va se rendre compte qu'il y a aussi beaucoup de mensonges petits, moyens, grave du côté de sa femme. Moi, ça me donne envie de le lire tout de suite. Toujours dans la section de la 20e position jusqu'à la 15e position, tout en désordre, qu'avons-nous fait de nos rêves de Jennifer Egan? Ça, c'est comme un contemporain un peu nostalgique. C'est ça que j'ai compris. On est à San Francisco, dans les années 70. On suit une bande d'ados que leur rêve, leur but, c'est d'être populaire, de vivre de la musique, d'être vraiment connus, que leur groupe fonctionne. Sauf que les années vont passer, ça va passer, puis tu sais, finalement, ben ça ira pas dans le sens qu'ils en avaient rêvé. Ils vont tous avoir leur petite vie, puis ils vont faire leurs petites affaires, puis la vie va un peu se charger de eux. Donc, ça, de ce que je comprends, c'est comme une rétrospective sur qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui leur vie soit ici, alors que leur rêve préalablement c'était ça. Je sais pas trop si j'aimerais ce livre-là. Une autre solide brique, là, puis si vous pouviez le lever, c'est un livre de quasi, maintenant, 2000 pages. Coliboire! 2666 de Roberto Bolano. Et c'est un livre en 5 parties inachevées. Les 5 parties sont un peu interchangeables, donc on peut les lire dans l'ordre ou dans le désordre de ce que j'ai compris, mais il y a des personnages qui reviennent dans chaque partie. Mais de manière globale, c'est le mystérieux écrivain allemand Benno von Archimbaldo qui se rend à Sainte Teresa au nord du Mexique, où les femmes disparaissent d'un tueur en série. Donc j'imagine qu'il va y avoir un avant, un pendant, un péripétie, un après, de la vision d'un personnage principal, de la vision d'un autre personnage, d'un tiers personnage, parce que c'est long, s'il vous plaît. Et le dernier livre de la section 20 à 15, c'est L'autre moitié du soleil de Ngozi Adichie Chimamanda. Ce livre, c'est une fiction historique, historical fiction. On est à Lagos dans les années 60. La belle Olana est amoureuse d'Odenigbo, un intellectuel engagé, idéaliste. Sa sœur Kainene est toute secrète. Et elle a une liaison avec Richard, qui est un journaliste. Et tout ça, ça se passe sous les yeux de Ogwu, 13 ans, qui a quitté la brousse pour devenir le boy d'Odenigbo. Tu sais, le gars du début, là, l'intellectuel. Il va y avoir une longue guerre, ça va avoir causé beaucoup de morts. C'est comme une multitude de témoignages sur un conflit oublié. Donc, à mon avis, ça peut être vraiment touchant.
On s'en va dans la catégorie de 14 à 9. Position 14 à position 9. Ils sont tous arrivés à la même place, donc je vous les présente. L'histoire de Pi, de Yann Martel. J'ai lu ce livre-là en secondaire 3 et je ne me rappelle pas de l'avoir aimé. En fait, je me rappelle d'avoir trouvé ça complètement ennuyeux. Mais bon, est-ce que c'est le livre pour un public de cet âge? Donc, c'est un peu dans le genre littéraire fantastique. C'est l'histoire de Pi, Piscine Molitor Patel, qui est le fils du directeur du zoo de Pondichéry. Son père doit quitter l'Inde, donc toute la famille doit quitter l'Inde, et ils vont le faire sur un cargo japonais, qui s'en va directement vers le Canada. Sauf que le cargo va faire naufrage. Pi va être le seul survivant avec un tigre. Ça a un aspect vraiment spirituel parce que la majorité du livre se passe sur ce dit cargo, ce petit bateau de sauvetage entre les deux personnages, le tigre et Pi. Par contre, je me suis souvenu qu'au début de l'université, ou dans le milieu de l'université, peu importe, j'ai lu le livre Le voyage de Théo de Catherine Clément qui était hyper spirituel. Puis j'avais bien apprécié, donc je me dis que peut-être que si je le relisais, mon expérience littéraire serait différente, mais c'est sûr, je n'irai pas jusqu'à le tester, c'est pas au top de mes priorités. Mais bon, si ça vous intéresse, c'est un des livres qui fait partie de la catégorie 14e position à la 9e position des livres qu'on doit lire, des top 20 de 2000 à 2020. Sourire de loup de Zadie Smith. En anglais, c'est White Teeth, donc, tu sais, pas si évident que ça. 6h27, 1er janvier 1975. Alfred Archibald Jones est dans sa voiture. Sa voiture, elle est remplie de vapeur d'essence. Il est en train de faire une tentative de suicide à cause de 2 erreurs. Ses médailles militaires et son contrat de mariage. Celui-là, vous le connaissez peut-être sous le titre Kite Runner, les cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini. Celui-là, il est quand même plus connu, quoique moi, je ne l'ai pas lu. Donc, c'est une fiction historique, historical fiction. J'aime tellement ça, les mots en anglais, parfois c'est comme ça résonne plus. Fiction historique, historical fiction. Alors, Kaboul en 1970. Amir passe la majorité de son temps avec son serviteur Hassan, qui est un jeune chiite qui a été condamné tout simplement à cause de ses origines. Ils sont liés par l'amour des cerfs-volants. Rien ni personne ne peut les séparer, jusqu'à ce qu'Amir commette la pire des lâchetés. Les extraordinaires aventures de Cavalier et Clay de Michael Chabon. Michael Chabon a gagné le prix Pulitzer en 2001. Je vous ai pas menti, c'est les tops des années 2000. Celui-là, par contre, ça dit historical fiction, mais ça a l'air un peu éclaté. C'est l'histoire de... en fait, on est à New York. En 1939, Joseph est un jeune juif qui a fui Prague avec son cousin Sami, son cousin de Brooklyn. Et ensemble, ils vont inventer un héros de bande dessinée qui combat le nazisme sous toutes ses formes. Moi, j'ai bien de la misère là, à comprendre le comment, du pourquoi, du qui, du où. Ça m'interpelle pas plus que ça, puis c'est vraiment dur d'avoir plus de résumé que ça. Un Q84 de Haruki Murakami. Et ça, c'est le livre 1. Je pense que c'est possible de l'avoir comme toutes les tomes ensemble. Ça, c'est de avril à juin. Et ça aussi, c'est un livre très difficile à avoir un résumé, une description de que c'est. Ce que j'ai trouvé comme information, c'est un roman d'aventure, une histoire d'amour, 2 êtres unis par un pacte secret. 1984, les destins de Tengo et Dao Mame vont se rencontrer. Ça a l'air intéressant quand même. Et le dernier de la section 14 à 9, c'est Expiation de Ian McEwan, que je n'ai pas lu de livre de lui, mais j'en ai presque lu un. C'est le petit garçon, le coquille, dans la coquille, qui est comme un narrateur
bizarre parce que c'est comme l'enfant, le fœtus qui raconte ce qu'il entend. Je vais vous trouver la couverture. J'ai failli le lire à de multiples reprises, mais la vie étant ce qu'elle est. Été 1935, Briony, 13 ans, surprend une scène étrange entre sa sœur Cecilia et Robbie, le fils de l'employé de la maison. Puis elle a un peu le goût du romanesque, du théâtre et du faux témoignage. Et ceci au détriment de Robbie, et ça va l'envoyer directement en prison. Les années vont passer et Briony va chercher la rédemption. Je trouve ça intéressant. Section 8 à 4. On se rapproche des premiers, des romans qui ont ressorti le plus dans tous les articles que j'ai défrichés. Donc celui-là, c'est Les corrections de Jonathan Franzen. Alors, c'est un roman dit contemporain et on va suivre la famille Lambert. On dit un peu qu'elle est comme les autres, cette famille-là, mais toutes les familles sont comme les autres et se ressemblent toutes et ont des petits secrets à l'intérieur. Donc, c'est Enid, Alfred et leurs 3 enfants qui vont tenter de donner un sens au fait qu'ils sont un peu contradictoires et aussi espérer que les enfants ne refassent pas les mêmes erreurs que leurs parents. Cartographie des nuages de David Mitchell. Donc ça, c'est 6 récits, 6 destins qui vont s'entrecroiser. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Adam, Robert, Louisa et Sonny 451, un clone. Mais là, pour l'instant, on avait juste 4, mais il est supposé d'en avoir d'autres, des personnages, là. C'est que les 6 personnages participent à un destin bien malgré eux. C'est comme science-fiction fantasy. C'est là-dedans que c'est classé. Gillard Marilyn Robinson. Historical fiction. Il y a beaucoup de fiction historique dans les top 20. Je sais pas si c'est parce que les gens aiment beaucoup les fictions historiques. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les fictions historiques. Mais je pensais pas que c'était quelque chose de nécessairement très populaire. Je sais pas. C'est peut-être les Américains. C'est à propos des pères et de leurs fils. On va avoir le personnage de John Ames en 1956 qui va écrire une lettre à son fils en parlant de la bataille spirituelle qui fait rage aux États-Unis dans ces années-là. Auprès de moi, toujours, de Kazuo Ishiguro. Celui-là, c'est science-fiction dystopie. On est dans une école en 1990 à Al-Sham, je sais pas c'est où ça. Et cette école-là, elle est un peu particulière. C'est comme une école idyllique où les élèves sont protégés du monde extérieur. Leur bien-être, c'est la chose la plus importante du monde. C'est des élèves à part, ils sont mieux que tous les autres. Ils sont vraiment incroyables. Sauf que les années passent, puis les élèves se retrouvent, et sont devenus plus vieux, sont devenus des adultes, puis en retrouvant leurs souvenirs, en se remémorant en groupe, c'est peut-être pas si beau que ça en avait l'air. Et finalement, le dernier de la catégorie 8 à 4. C'est Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson. C'est un thriller. Michael Blomqvist est contacté par un gros industriel pour relancer une enquête qui a été bouclée il y a 40 ans. Il va être secondé par Lisbeth Salander. Ils vont se lancer dans cette enquête, ils vont la réouvrir et vont peut-être découvrir ce qu'ils n'auraient pas fallu découvrir. Et finalement, en 3e position du top 20 de 2000 à 2020, tadam! Dans l'ombre de Tudor, le conseiller de Hilary Mantel. En anglais, it's Wolf Hall. Je sais pas s'ils ont fait une série, les Tudors. Ça me dit quelque chose? Meunier Tudor. Un autre historical fiction. Puis là, c'est bien compliqué. Angleterre, 1527. On est à la dynastie des Tudors. Thomas Cromwell est le secrétaire du cardinal Wolsey, le conseiller favori d'Henri VIII. Mais les rois sont vraiment inconstants. Ça change, ça vient, ça part. Pas facile à suivre.
La couronne réclame un héritier et la reine Catherine a une rivale, la belle Anne Boleyn, qui attise la passion du souverain. Et lui, il veut se débarrasser de la belle Catherine, la première, qui devrait faire un héritier. Le cardinal échoue à demander l'annulation du mariage royal. Puis ça pourrait rendre la vie compliquée de Thomas Cromwell, le gars du début, là. Tout ça, c'est comme vraiment de la politique, là, des affaires bien compliquées. Là, pour l'instant, ça semble vraiment complexe, mais peut-être qu'en le lisant, ça devient, tu sais, c'est petite étape à petite étape, puis on comprend mieux tout ce qui se passe. En deuxième position, Middlesex de Geoffrey Eugenides. Ça a l'air vraiment intéressant. Parce que ça dit, quelle différence y a-t-il entre une jeune paysanne grecque fuyant Smyrne incendiée par les Turcs en 1922 et une Lolita américaine qui découvre à l'âge de 15 ans qu'elle est un garçon. Donc, il y a comme une thématique de transsexualité. Très intéressant. Donc, ça semble écrit en deux temps. Ça dit mi-épopée à la troisième personne. Je ne pensais pas qu'on appelait ça comme ça, une épopée. Mi-roman d'apprentissage à la première personne. Ce livre est un hybride, tout comme le héros/héroïne qui connaît la joie et la douleur d'appartenir aux deux sexes pour finalement, définitivement, en choisir un seul. Ça a l'air vraiment intéressant. Pour vrai, là, la couverture, pas tant que ça, là, mais le contenu, Et en première position, le livre qui est ressorti dans presque toutes les recherches que j'ai faites. Je ne sais pas pourquoi c'est si bon, pourquoi c'est nommé partout. Il a fait fureur dans les années 2000 à 2020. Moi, je ne l'ai pas entendu nulle part à ce que je cherche, mais il y a un film fait à propos de ce livre-là. Donc, les films, ça va? La route ou The Road de Cormac McCarthy. Science-fiction dystopie. Alors, on est après l'apocalypse. L'apocalypse a eu lieu, le monde est dévasté, c'est de cendres, de cadavres, de poussière. Les deux seules personnes qui semblent être des survivants sont un père et son fils, sauf qu'ils vont devoir essayer de survivre à beaucoup de choses et entre autres à des sauvages cannibales. Vont-ils survivre? Là, j'ai comme un peu la chienne que ça soit vraiment dégueulasse et que ça fasse vraiment peur. Si vous l'avez lu, aidez-moi, parce que j'ai vraiment envie de le lire vu que c'est comme le top 1 de 2000 à 2020, sauf qu'en même temps, je suis pas ben brave. Fait que aidez-moi, s'il vous plaît. Si vous l'avez lu, dites-moi si je vais pleurer ma vie, si je vais avoir peur, si je vais plus dormir pendant les 20 prochaines années. Dites-moi là, s'il vous plaît. Donc, ici se termine ma vidéo des top 20 des 20 2020, 2000, 2020. Comprends plus. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que ça va vous donner des idées lecture pour le début de l'année. On part en force littéraire et en défi, challenge. On se lance là-dedans, puis on s'y perd. En tout cas, moi, c'est mon but, de m'y perdre, encore une fois. Et j'espère vous embarquer dans mon chemin vers le bonheur littéraire. Je vous souhaite amour, argent, passion, toutes ces choses, et livres, beaucoup de livres. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.